BDO. L'innovation pour moi n'est pas forcément la tech. Il fallait bosser 2 fois plus, je pense même que n'importe qui, pour pouvoir gagner en légitimité, montrer qu'on n'est pas là que parce qu'on est la fille d'eux. Tout le monde est capable de transmettre quelque chose. Quand tu es une entreprise familiale, tu réfléchis sur le long terme. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une personnalité remarquable du monde des affaires, Pauline Duval, directrice générale du groupe Duval, un groupe familial engagé, un acteur majeur de l'immobilier et du développement économique en France. Ses activités s'étendent sur plusieurs secteurs clés, promotion immobilière, gestion de patrimoine et investissement, tourisme et loisirs, sport et bien-être, services aux entreprises et aux collectivités, innovation et développement durable. Pauline est diplômée de l'université Panthéon-Assas et d'un MBA au Metropolitan College de New York. Revenant en France en 2012, elle rejoint le groupe fondé par son père Éric Duval et en prend la direction générale. Sous sa direction, le groupe Duval s'est distingué par son engagement profond envers les territoires, la valorisation de leur attractivité et le soutien inébranlable à l'innovation, le tout avec la vision de contribuer à une société plus durable. Investisseuse, auteure du livre Transmission, l'entrepreneuriat nouvelle génération, membre de YPO, je suis très heureux de te recevoir. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. On a une petite heure à passer ensemble. On va parler de ton parcours, on va parler du groupe Duval, on va parler de ta vision des entreprises, de tes combats. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler de tes origines, où t'es né et le début de ta vie avant de rentrer dans les affaires? Très bien. Alors, je suis née à Boulogne-Billancourt avec des parents qui étaient tous les deux nés à Rennes. Donc, j'ai, depuis mon enfance, toujours été un peu entre Paris et Rennes. Tous mes grands-parents étaient en Bretagne. Donc, je faisais pas mal d'allers-retours pour les vacances, pour les voir. Je dois dire que j'ai eu 2 très belles figures paternalistes de mes grands-pères. Mon grand-père paternel qui a fait la guerre, qui a été même spahis au Maroc. Mon grand-père maternel qui a été maire d'une petite ville à côté de Rennes pendant plus de 40 ans et qui a œuvré, je dirais, pour le développement économique de cette ville. Puis voilà, on a aussi de belles attaches en Normandie, dans la Manche. Tu te considères bretonne aujourd'hui, quand tu te présentes? Normande bretonne. Normande bretonne. Ouais. Mais personne n'est parfait, parisienne aussi. Parisienne aussi, effectivement. D'adoption. Ouais. J'imagine que tu as baigné dans l'entrepreneuriat assez tôt. Le groupe que tu diriges aujourd'hui a été fondé par ton père en 94. Quel est le recul que tu en as aujourd'hui? Enfin, l'environnement dans lequel tu étais, c'était déjà tracé finalement pour toi, les affaires et notamment la reprise du groupe familial? Alors, mon grand-père était déjà entrepreneur. On a eu finalement beaucoup d'entrepreneurs dans la famille, des épiciers avant mon grand-père ou autres. Je dirais que mon père a été un serial entrepreneur depuis toujours, mais effectivement toujours très lié à l'immobilier. Mon grand-père et mon père nous ont transmis à mon frère et moi ces valeurs et cette culture entrepreneuriale, toujours d'autonomie, je dirais aussi, de création et sur le long terme. On a toujours baigné là-dedans. Après, c'était sympa parce que quand t'es dans l'immobilier, ça te permet quand même de pouvoir toucher un peu ce que c'est. Tu vois, l'immobilier, on touche la pierre, on sait ce que c'est. C'est pas comme être entrepreneur, entre guillemets, dans la tech. C'est vrai que tu peux pas forcément dire, bah voilà ce que j'ai construit. À part peut-être des lignes de code, mais c'est moins perceptible, je dirais. Donc, on a toujours eu cette belle image. J'avoue que moi, j'ai jamais vraiment su que je voulais reprendre le flambeau, être entrepreneur. Mon père nous a toujours beaucoup dragués sur ces sujets, mais sans pour autant me donner forcément l'envie dès le départ. Donc j'ai fait des études un peu généralistes parce que je ne savais pas trop où je voulais aller. Donc c'était pas tracé, c'était pas identifié dès le plus jeune âge, vous devez reprendre le flambeau? Non, pas du tout. Bah, déjà, en fait, ça n'était pas une entreprise familiale, c'était juste un entrepreneur qui montait plusieurs boîtes. Moi, j'ai juste été au conseil d'administration à mes 20 ans. Donc j'avais une bonne vision de l'entreprise à ce moment-là. Ça m'a permis d'avoir une bonne vision de l'entreprise et de connaître un peu mieux qu'est-ce que c'était la gouvernance d'une entreprise. Parce qu'on avait en plus à l'époque des actionnaires extérieurs, donc finalement ça permettait de comprendre la vie courante et la gouvernance d'une entreprise avec des actionnaires extérieurs. Mais j'avais jamais en tête de pouvoir rentrer dans le groupe, quoi. Donc tu disais tu fais des études généralistes, donc Assas. Tu pars aux États-Unis.
Pourquoi les États-Unis? J'adorais New York. En fait, j'avais fait un stage en private equity plus jeune et je me suis dit, j'y retournerai. J'adore cette ville. Il y a une telle énergie. Tu es resté combien de temps? 2 ans. Souvent, je pose la question aux gens qui ont passé du temps aux États-Unis. Le retour en France, tu l'as vécu comment? C'était terrible. C'était terrible parce que New York a une telle énergie qu'on rentre à Paris. Déjà, c'est pas les mêmes horaires pour les boutiques, même si ça s'est amélioré depuis. Donc tout fermait hyper tôt. Je me rappelle parfois, moi, être allé faire mes courses en rentrant du bureau, taf à et en fait tout est fermé. New York, tu peux le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis à New York, tout le monde a une telle énergie aussi et toujours partant pour tout. À Paris, je me rappelle essayer d'organiser des dîners, il fallait pas qu'il pleuve parce que s'il commençait à pleuvoir, personne voulait sortir de chez soi. Donc j'étais un peu bousculée, déprimée par cette mauvaise énergie qu'il pouvait y avoir à Paris. Puis finalement, on s'y habitue et puis ça reprend son cours. Finalement, depuis, ça s'est amélioré aussi. Maintenant, même l'été, certains commerces ferment à minuit. Avant de partir à New York, je vivais au Luxembourg et j'étais censé retourner au Luxembourg. Et là, je m'étais dit le switch New York-Luxembourg, ça va être quand même trop violent. Donc je suis rentré à Paris. Mais même là, j'avoue que moi, j'en garde quand même une certaine nostalgie des États-Unis. L'environnement, le dynamisme, le business, même les gens que je vois qui y sont restés, ça bouge beaucoup plus. Tu penses que ça a évolué quand même? Notamment sur la perception des affaires, le dynamisme économique, enfin, où tu crois qu'on est encore au même stade? Enfin, toi, la vision que t'en gardes, c'est ça? C'est quand même... De New York? Ouais. Je pense qu'il y a toujours le même dynamisme. Après, je pense que c'est aussi, en tout cas pour moi, c'était un moment de vie qui était hyper sympa parce que en fait, j'étais là-bas que pour bosser finalement, parce que à côté de mon MBA, je bossais en plus à côté. Et je pense que c'est c'est l'énergie que donne la ville aussi. On a envie d'être là pour bosser. Donc de pouvoir, à un moment donné dans ta vie, quand t'as envie de créer ta famille ou de te poser, c'est peut-être plus la bonne ville pour ça. Et puis d'un autre côté, je voyais pas non plus avoir des enfants là-bas, les emmener à l'école. Enfin, c'est pour ça que je suis rentré. Ouais, voilà. Ouais, c'était pour avoir les enfants. Alors que Paris, on a quand même une meilleure qualité de vie. Il y a plus de parcs, peut-être des écoles plus à taille humaine aussi, moins chères. Ça reste un moment de vie hyper sympa. Donc tu rentres à Paris et donc là, tu intègres le groupe familial. Ouais. Enfin, qui devient familial à partir du moment où je rentre dedans. Comment ça s'est passé les premiers temps? Pas simple. En fait, je suis rentrée, j'étais la fille d'eux. Donc, t'as un regard sur toi qui est pas évident. Donc, il fallait bosser 2 fois plus, je pense même que n'importe qui, pour pouvoir gagner en légitimité, montrer qu'on n'est pas là que parce qu'on est la fille d'eux. Et puis, essayer d'un peu de s'imposer aussi avec nos propres idées. Donc c'était pas simple au début, mais j'avoue que j'ai eu quand même beaucoup de chance parce qu'il y a eu des gens extraordinaires dans le groupe qui m'ont bien accompagnée. Mon père a joué un rôle majeur aussi parce que il a toujours été à vouloir me mettre en avant, à être un grand mentor, à m'expliquer tout ce que je pouvais ne pas comprendre. Donc il a pris beaucoup de temps, il a été très généreux dans cette transmission de savoir et donc ça a été pas simple, mais finalement j'ai envie de dire comme n'importe qui rentre aussi dans une boîte qu'il ne connaît pas, quoi. T'arrives en tant que DG, là, à ce moment-là? Non. Tu rentres par quelle fonction? Directrice de la stratégie. À l'époque, on avait 2 groupes distincts. Je suis rentrée dans un des 2 groupes. L'autre groupe qui, finalement, avait tout le patrimoine immobilier. Et en 2016-17, on commence à travailler pour pouvoir sortir nos actionnaires. Et de fil en aiguille, je trouve que finalement, c'est plus simple aussi de fusionner les 2 groupes. Donc, on travaille avec une équipe que j'ai montée et un comité que j'avais appelé à l'époque le comité TEP. Tout est possible. Parce que j'avais pas envie que certains juristes ou commissaires aux comptes après puissent me dire non, c'est pas possible. La petite pique pour les commissaires aux comptes. Non, mais les commissaires aux comptes nous ont jamais embêtés là-dessus. Mais en gros, on a travaillé pour fusionner ces 2 groupes. Et tu peux nous expliquer pour ceux qui nous écoutent les 2 groupes. Donc t'avais un groupe j'avais le essentiellement groupe à immobilier. l'époque qui s'appelait Groupe Financière Duval, qui avait donc tout le tourisme avec Odalis, les golfs, la promotion immobilière. Puis on avait d'autres activités, on avait des EHPAD aussi à l'époque. Et puis le groupe de l'autre côté où c'était finalement toute la foncière, les foncières je dirais. Et donc on a sorti les EHPAD en les revendant à nos actionnaires extérieurs et comme on avait les murs de ces EHPAD dans l'autre groupe finalement, on leur a aussi vendu ces murs.
ce qui nous a permis de retravailler ces deux groupes en un seul. Et à l'issue de ce travail, qui a été vraiment pas une mince affaire, parce que ne serait-ce qu'au niveau juridique, on a quand même aujourd'hui encore des centaines de structures juridiques. Donc à l'issue de ce travail, mon équipe qui m'a dit maintenant ta place, c'est quand même, quand on a retravaillé l'organigramme, c'est quand même en tant que DG. Donc c'était une belle preuve de légitimité que j'avais pu acquérir à ce moment-là. Donc j'étais assez fière. Et donc c'est à peu près à ce moment-là que je suis devenue DG, 2017. Alors, est-ce que tu peux nous dire maintenant exactement ce que fait ton groupe? Je l'ai dit rapidement dans l'introduction, mais tu as dit que tu me corrigerais, donc je vais le faire. Donc c'est vrai que le groupe Duval, peut-être pour beaucoup, est un groupe immobilier, qui est parti de l'immobilier. Voilà. Alors en fait, effectivement, on est né de métier de l'immobilier, mais aujourd'hui, ça ne représente plus que 35% de notre activité. Mais c'est quand même encore notre socle, parce que finalement, le patrimoine immobilier permet d'être un socle très solide pour notre groupe, avec cette vision long terme qu'on aime bien en tant que groupe familial. On a un deuxième gros pilier qui est finalement l'exploitation. Et donc, dans l'exploitation, on a tout le groupe Odalis avec les résidences de tourisme, les résidences d'affaires de centre-ville, les campings, les résidences étudiantes. On a aussi des résidences seniors, tous les golfs. On est numéro 5 mondial de la gestion de golf. On est aussi dans le retail en Afrique. Et puis le dernier pilier, qui est le plus récent, c'est les services financiers en Afrique. Donc on a des institutions de microfinance et des compagnies d'assurance en Afrique qu'on développe avec Finafrica. Donc toi, quand tu prends ces fonctions de DG, t'es passé de la fille d'eux à quelqu'un qui a acquis une crédibilité. Tu disais, ça vient de ton équipe. T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Est-ce que ton rôle était de continuer de développer le groupe et d'en assurer la pérennité? Est-ce que t'étais dans un état d'esprit où tu voulais absolument marquer ta propre empreinte et donc, entre guillemets, tout transformer? Comment tu te positionnais à ce moment-là? Quelle était ta vision pour le groupe? Alors effectivement, quand on te transmet quelque chose, surtout comme une entreprise, tu as une certaine responsabilité. Finalement, tu as aussi la responsabilité de la personne qui va te transmettre l'entreprise, parce que cette personne doit avoir, entre guillemets, l'humilité d'arriver à te transmettre l'entreprise et d'accepter finalement que ça se passe pas comme il l'a toujours fait. Donc ça, j'ai, entre guillemets, j'ai la chance d'avoir un père qui est totalement comme ça, qui est très ouvert à la nouveauté, très agile et qui a pas peur de l'innovation. Et en même temps, quand tu reçois, tu as la responsabilité de faire perdurer finalement les valeurs et la culture de l'entreprise. Mais tu as aussi la responsabilité de faire en sorte de façonner cette entreprise pour être dans une démarche d'amélioration continue et de faire face aux enjeux de notre siècle qui sont forcément différents de quand l'entreprise aura été créée et qui seront aussi différents dans le futur. Pour répondre à ta question, j'avais envie de garder beaucoup des valeurs qui avaient été données à ce groupe, parce que je pense que dès le départ, mine de rien, mon père avait quand même façonné ce groupe en se disant un jour je le transmettrai à mes enfants. Et donc on a de très belles valeurs. On a des gens en plus qui sont vraiment top au sein de l'entreprise, qui sont loyaux, qui ont de vraies valeurs, et je suis vraiment très fière des équipes qu'on peut avoir. Mais effectivement, tu te dois de faire évoluer ton groupe. Et donc, on se pose d'ailleurs régulièrement avec mon frère pour se dire, ok, est-ce que toutes nos activités sont en lien avec nos valeurs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer et améliorer encore notre groupe? Donc, on est, tu vois, tout le temps dans cette démarche d'amélioration continue. On a depuis très longtemps finalement fait à l'époque ce qu'on appelait des rapports de développement durable, où on essaye de décortiquer un peu chacune de nos filiales. On a d'ailleurs un comité RSE au sein du groupe qu'on a voulu pragmatique. Je voulais pas un comité qui soit philosophique. Donc tu vois, on a des personnes de chacune des filiales. On a quelqu'un de la DRH, on a la DAF, pour pouvoir chiffrer aussi les impacts qu'on pouvait avoir et qu'on pouvait décider dans ce comité. Et on réfléchit ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire à notre humble échelle pour améliorer le monde, mais avant tout aussi améliorer notre entreprise. Mais tu auras ton rapport de durabilité à produire bientôt. Donc, exactement. Sur ce sujet de la durabilité, j'avais prévu évidemment qu'on en parle, mais la manière, moi, dont je parle, soit à mes équipes, soit à mes clients, c'est de dire finalement, il y a deux ruptures à l'heure actuelle qui doivent être dans la tête de chaque dirigeant, la durabilité et l'IA. Donc je te poserai des questions sur ta vision sur ces deux sujets, mais si on commence sur la durabilité, je crois que tu as démontré, et je le disais dans ton introduction, mais ton engagement sur un certain nombre de sujets, dont celui-là.
Néanmoins, si tu me permets, tu es dans un secteur où on pourrait se dire, ouais, il y a un vrai sujet de transformation, que ce soit l'immobilier, que ce soit les golfs. Les golfs ont été pas mal challengés sur les sujets de durabilité. Comment t'abordes la question, toi, aujourd'hui? C'est clair, on pourrait être challengé finalement sur tous nos métiers. En tant que promoteur immobilier, on construit aussi des logements, on en a besoin en France. Après, le tout, c'est de pouvoir construire de la meilleure manière possible, finalement. On a pas mal de sujets, effectivement, sur les golfs. Tu as l'eau, tu viens de le dire, effectivement, mais on a aussi la biodiversité et puis l'utilisation de produits phytosanitaires. Donc, on a des golfs, par exemple, ça fait 10 ans qu'on n'utilise pas de produits phytosanitaires dans nos golfs. On a mis d'ailleurs des ruches sur nos golfs pour améliorer encore la biodiversité. On a d'ailleurs signé une charte de la biodiversité avec la fédération de golf et puis le muséum d'histoire naturelle pour faire certifier la plupart de nos golfs. Je disais que tu étais un groupe engagé, dirigeante engagée. Je crois que tu es dans la démarche de devenir une société à mission. Pourquoi ? Comment est née l'envie de faire une transformation? Parce que c'est quand même, moi je considère ça une vraie transformation de l'entreprise, ou de la manière dont l'entreprise fonctionne. Oui et non. Enfin, en tout cas, je pense que quand tu es une entreprise familiale, c'est pas une vraie transformation. Parce que de toute façon, quand tu es une entreprise familiale, tu réfléchis sur le long terme, sur le beaucoup plus long terme que toutes les autres entreprises. Et puis moi, je me considère comme un passage de témoin finalement. C'est mon père qui a créé le groupe. Je suis la seconde génération. Qu'est-ce que je peux faire pour finalement améliorer encore plus l'entreprise que j'ai entre les mains pour la transmettre à mes enfants et donc en fait aux futures générations. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma boîte? Et en fait, je pense que toutes les entreprises familiales réfléchissent comme ça. J'ai lu d'ailleurs une newsletter ce matin qui m'arrivait et en disant comment les entreprises familiales vont changer le monde. J'adorais. Je me suis dit, bah voilà, enfin quelqu'un qui a compris. Non, je rigole. Mais non, c'est vrai, en fait, je rigole qu'à moitié parce que, en fait, c'est ce que je disais, tu vois, t'as envie de t'améliorer, d'améliorer les choses pour transmettre quelque chose de meilleur aux futures générations. Ça n'est pas une transformation pour les entreprises familiales. Après, nous, on a notre raison d'être depuis 2020. Quand ce sujet des entreprises à mission s'est créé, moi, j'ai tout de suite adhéré. J'ai trouvé que c'était hyper pertinent. Finalement, c'est un peu ce qu'on te raconte dans les cours à l'école. De toute façon, quand tu crées une entreprise, tu as de toute façon une mission. C'est quoi ta mission? C'est quoi ta problématique? À quoi tu veux répondre? Quelle solution tu veux apporter au monde? C'est pas une grosse transformation, non. Après, tu te mets des objectifs. Il faut à toi de les atteindre et à toi d'être assez ambitieux pour te mettre des objectifs assez hauts, quoi. Je suis d'accord avec toi sur le côté, finalement, la formalisation de la raison d'être. Et quand je regarde, quand nous, on l'a fait en 2021, la raison d'être est venue effectivement assez naturellement. Il n'y a pas eu trop de difficultés à la formaliser. On a interrogé les collaborateurs, les parties prenantes, et le résultat était très aligné avec ce que chacun percevait d'ores et déjà. Là où je parle de transformation, c'est dans les process, dans les KPI que l'on suit, dans la rigueur qu'on s'impose. Tu vois, je te disais, nous, on a la présidente du comité mission qui assiste à tous les COMEX et systématiquement, on se pose la question, est-ce que c'est bien aligné avec la mission? Est-ce que ça contribuera bien, certes, à continuer à gagner de l'argent? Parce que je dis toujours aux gens, on reste une entreprise commerciale et il faut qu'on délivre de la performance pour les actionnaires, mais Évidemment. néanmoins, est-ce que ça nous permet d'atteindre ces objectifs? Et c'est là où j'ai trouvé ça transformant, où ça nous a amené à nous poser des questions qu'on se serait pas forcément posées. Et ça a ramené beaucoup d'innovations dans l'entreprise qu'on n'aurait peut-être pas eu sans cette qualité de société à mission. Donc c'est vrai que souvent quand les collaborateurs nous challengent et nous disent mais concrètement qu'est-ce que ça va changer, j'ai demandé ça, je leur répondais tout et rien. D'un côté on va formaliser et écrire quelque chose qui existait déjà, mais par contre ça va nous amener à nous poser des questions qu'on se posait pas forcément, et c'est là où le changement va s'opérer. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça que je te dis, ça change pas grand-chose finalement dans les entreprises familiales, parce que les entreprises familiales, un peu partout, t'as souvent des actionnaires qui sont présents et qui ont cette vision long terme. Nous, on n'est que la deuxième génération et on est opérationnel dans la boîte. Donc c'est sûr qu'on est un peu partout, dans tous les comités, il y a au moins une personne de la famille. Mais je pense que même les plus grosses entreprises, finalement, t'as parfois même des actionnaires qui ne sont pas opérationnels dans l'entreprise, qui vont être à certains comités ou certains conseils d'administration ou autres, et donc qui auront cette vision long terme, et donc qui ont ce regard, pas forcément financier pur à court terme, mais plus avec cette vision long terme, tu vois, de comment bien faire les choses. Ça, tu l'avais déjà imaginé quand t'as pris tes fonctions? Enfin, c'est quelque chose qui était en toi, en fait, dans ta personnalité, ou c'est
le fruit d'une réflexion, une construction avec tes équipes, Non, je pense que c'était en moi. Mon frère, quand il est rentré dans le groupe, c'était aussi en lui. Je pense que quand mon père a créé le groupe, c'était aussi en lui. Tu vois, par exemple, si on prenait ne serait-ce que le sujet de la position des femmes dans le groupe, mon père a toujours su s'entourer de femmes dirigeantes. Et donc, on n'a jamais eu de problème de mixité dans le groupe. Non, je pense que finalement, ça fait partie de notre ADN dès le départ. Sur ces années de dirigeante, quelle a été l'empreinte Pauline Duval dans le groupe Duval? En fait, on en rigole et d'ailleurs, on s'est fait une formation tous les trois, avec le COMEX pour un peu essayer de comprendre nos différents profils qu'on avait dans le groupe et comment on était complémentaires ensemble. Et alors moi, je suis la fieuse, je suis la nana carrée qui a besoin de processer tout, structurer. Voilà. Donc, je dirais que mon empreinte, c'est peut-être la structuration, les process, pour pouvoir peut-être continuer de développer, tu vois. Donc voilà, je suis la relou. C'est bien, c'est clair, c'est franc. Où est-ce que tu veux l'emmener, le groupe, au-delà de le transmettre? J'ai pas vraiment d'ambition de chiffre d'affaires. Après, je pense que toute entreprise ne peut pas survivre si elle n'est pas en croissance. Après, tu peux faire de la croissance responsable. Et tu vois, par exemple, encore aujourd'hui, on a gardé cette culture entrepreneuriale dans le groupe qui nous permet encore aujourd'hui de créer des structures from scratch. On l'a déjà fait à l'époque. On continue de le faire. On a fait grandir le groupe, soit par des rachats d'entreprises, soit par des créations de structures. Et encore cette année, finalement, on fait les deux. Et l'entreprise qu'on crée from scratch, c'est finalement une entreprise dans l'énergie solaire. Donc, tu vois, on a créé une boîte pour pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques sur tous nos actifs, parce qu'on a un patrimoine assez important en France, sur nos actifs ou nos parkings, pour pouvoir construire, poser et puis opérer ces panneaux solaires. J'avais lu effectivement dans certaines de tes interventions ou des articles qui parlaient de toi que tu avais amené une culture de l'innovation dans le groupe. Oui, même si l'innovation pour moi n'est pas forcément la tech. Donc, on a toujours été, je pense, innovant et agile. Mais je dirais que j'ai apporté de l'innovation au niveau aussi de la digitalisation du groupe. C'est-à-dire qu'on était vraiment un groupe, tu le disais, d'immobilier, donc proche de la pierre, solide. Et puis en 2014, quand j'ai commencé à dire à mon père, tu sais, finalement, on a un revenu récurrent, on a pas mal de revenus récurrents. Est-ce qu'on pourrait pas faire un peu de capital risque? Tu vois, juste avant, je te disais que j'avais commencé en private equity à New York. Voilà, ça me titille un peu. J'aime bien pouvoir finalement rencontrer des entrepreneurs. C'est hyper enrichissant, je trouve. Alors moi, mon père m'a dit capital risque, mais déjà le mot risque, j'allais l'enlever. Ouais. Ça voulait dire quoi? Être minoritaire, acheter des participations dans des boîtes où il n'y a pas d'immobilier. Là, il m'a regardé comme si j'étais folle. Mais je pense qu'il m'a fait la plus belle preuve de leadership que j'ai pu vivre dans ma carrière. Aujourd'hui, en tout cas, il a dormi dessus une nuit et le lendemain, il m'a rappelé, il m'a dit, tu sais quoi, réexplique-moi. Et juste après, on a investi dans Lydia. Alors, je veux bien qu'on creuse ce point-là, que tu m'expliques. Tu vois, typiquement, comment tu fais ça? T'as recruté une équipe? Non, au début, j'ai fait un peu toute seule. Après, je pouvais quand même facilement m'appuyer sur les services support du groupe. On a tout intégré finalement dans le groupe. Donc, on a tous nos juristes, nos comptables, enfin tout le service financier, tout est chez nous en interne, quoi. Donc, après, au départ, donc j'ai commencé seule et j'ai quand même très vite recruté une nana géniale qui est encore là dans le groupe et qui a gravi les échelons d'ailleurs, que je suis rencontrée. Ouais. Et donc voilà, je l'ai fait petit à petit. Bon, après, maintenant, depuis 2014, j'ai dû investir dans une 40aine de boîtes. Mais en fait, ce qui est génial, c'est surtout les rencontres humaines que tu fais et que tu as grâce à ça, quoi. Et pour le groupe, non. Groupe Duval qui investit? Non, là, c'était à côté. Ouais, à côté du groupe. Ouais. Avec quelle thèse d'investissement? Oh là là, tu sais, la thèse, en 10 ans, elle a changé. Ouais. Et puis, en fait, parfois, elle changeait régulièrement. Parfois, les rencontres humaines font que parfois tu te dis, c'est pas grave, ma thèse, fais chier. Et puis finalement, comme c'est moi qui investis, c'est moi qui choisis. Ouais, je fais ce que je veux. Bon, voilà, mais non, en fait, au début, c'était FinTech. Et après, je me suis mis plutôt sur des entreprises qui font de l'impact.
Mais bon, je dois dire que si j'ai un vrai coup de cœur, je peux sortir de ma thèse, tu vois. Après, il y a eu un entrepreneur avec qui je m'entendais bien, qui avait fait un succès déjà dans une première boîte. Il est revenu me voir en me disant, bah écoute, je t'avais bien aimé aussi en tant qu'investisseur, je remonte ma boîte, est-ce que ça te dit? Je lui dis, bah ouais, allez banco, parce que tu vois, j'avais confiance en lui, son nouveau projet me disait bien aussi. Donc tu vois, je peux sortir de ma thèse en... Il faut toujours des exceptions, non? Tu dis qu'à titre perso, t'investis dans les fintech. C'est une sensibilité particulière là-dessus. Quand tu disais dans les activités du groupe, il y a tu vois la finance en Afrique. Pourquoi dans le portefeuille d'activité? C'est une sensibilité personnelle, un intérêt personnel. Non, là pour le coup, on a un vrai impact Ouais. en Afrique sur la microfinance. En fait, grosso modo, on finance des entrepreneurs voire des micro-entrepreneurs dans leur développement de leur activité. T'as un impact énorme parce que du coup, tu crées des emplois directs, mais tu crées aussi énormément d'emplois indirects. Et donc, tu vois, pour la société locale, c'est quand même énorme. Et quand tu sais que à 2050, tu as une croissance démographique qui est finalement la plus forte, qui sera en Afrique, il faut pouvoir aider l'économie africaine. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis sur cette activité. Et puis en même temps, je trouve que c'est très proche de nos valeurs, de cette culture entrepreneuriale qu'on peut avoir dans le groupe. Sur tes autres engagements, t'es très investi, donc t'es un peu sur tous les fronts. T'as le groupe, t'as écrit un livre sur le sujet de la transmission, donc on pourra parler du sujet de la transmission qui, je sais, est un véritable sujet pour les entreprises familiales. Je serais assez intéressé que tu nous parles de ce point-là. Tu as été un moment vice-présidente du MEDEF, du COMEX 40 du MEDEF, membre de YPO dans lequel tu es assez investi. Avant qu'on rentre dans chaque sujet, mais pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'il y a dans ta personnalité qui fait que, j'imagine, tu as déjà pas mal à faire avec le groupe familial. Pourquoi tu as voulu t'engager dans... Je sais pas, déjà j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des choses. Et puis, je dois dire que c'est aussi pas mal d'opportunités. On est souvent venu me chercher pour ce genre de choses. C'est des rencontres humaines, puis ça m'éclate. Moi, je vis et je m'enrichis de ces rencontres. Quand on m'a proposé de rentrer au COMEX 40, je dis allez go, ça va me faire rencontrer d'autres jeunes. Quand on est venu me chercher pour me parler de YPO, je me suis dit c'est génial. Allez banco. Et quand on m'a demandé de m'investir un peu plus dans YPO, bien sûr, parce que c'est un réseau vraiment extraordinaire de patrons, vraiment très bienveillants, sans jugement, où on peut parler de plein de sujets, où on organise en plus des événements assez dingues. Donc le groupe ne me suffisait pas, donc je me suis investie un peu ailleurs. T'as toujours été comme ça? Ouais, toujours eu besoin de faire plein de choses trucs, comme ça? Ouais. Tu t'ennuies sinon? Oui. Ouais, je peux assez vite m'ennuyer, ouais. Si on creuse le point de la transmission, comment est venue l'idée d'écrire un livre sur le sujet et quelle est la thèse que tu portes dans cet ouvrage? Écoute, j'étais enceinte de mon premier enfant quand j'ai écrit ce livre. Étant donné que j'étais rentrée dans le groupe créé par mon père, et donc qui de facto devenait un groupe familial, j'étais carrément obsédée par le sujet de la transmission. Et obsédée aussi par toutes les histoires qu'on pouvait entendre sur des transmissions de groupes familiaux qui se passaient pas bien, voire même des engueulades dans la famille. Et donc je me suis dit, comment je peux éviter ça? Et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre en fait à mes enfants? Donc, ok, aujourd'hui j'ai ce groupe familial, qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? Finalement, je me suis un peu posée sur qu'est-ce que mes parents m'avaient transmis, qu'est-ce que mes grands-parents m'avaient transmis. Donc c'est ce que je te disais un peu en préambule, c'est finalement, ils m'ont transmis des valeurs, beaucoup de valeurs. J'ai eu mon père qui a été aussi un mentor qui m'a finalement transmis aussi du savoir-faire. Je pense qu'au niveau de la famille aussi, tu transmets du savoir-être. Et effectivement, il y a ce sujet de l'entreprise familiale. Donc là, j'ai essayé de me tourner vers d'autres entreprises familiales, vers d'autres familles. Je les ai interrogées en disant, bah voilà, comment est-ce que vous faites pour intéresser finalement les nouvelles générations à votre entreprise familiale? Comment est-ce que vous faites pour gérer la gouvernance? Comment est-ce que vous faites pour gérer l'actionnariat? Et donc finalement, c'est un peu toutes ces questions que je me posais que j'ai essayé de retranscrire dans ce livre. J'ai eu d'ailleurs des personnes qui m'ont répondu
très facilement, avec beaucoup de générosité. Donc ça passe par Brice Rocher, la famille Leloup. J'étais aussi très impressionnée par les Mulliers, ce qu'ils ont réussi à faire finalement à travers les générations, et tout en cultivant cette culture entrepreneuriale qu'ils peuvent avoir, où la famille, les jeunes peuvent créer aussi leurs entreprises. C'était tout ça que je voulais transmettre à mon tour. Et au-delà de ça, je voulais pouvoir dire que finalement, c'est pas que quand tu as une entreprise familiale que tu peux transmettre. Finalement, tout le monde est capable de transmettre quelque chose. Donc même quand tu accompagnes des entrepreneurs, tu peux finalement, ne serait-ce que donner un contact pour développer son entreprise, ça c'est de la transmission pour moi. Transmettre un savoir-faire, tu vois, quelqu'un qui a par exemple de l'or dans les mains, qui est ébéniste ou qui travaille les vitraux ou qui fait de l'orfèvrerie, tout ça finalement, c'est pas à 80 ans que tu te réveilles pour te dire comment je vais transmettre mon savoir-faire. Tu vois, c'est quelque chose qui se pense en amont, voilà. Je le conseille, voilà, tu m'en avais offert un exemplaire la dernière fois qu'on s'est vu, et donc je le conseille. Si j'en reviens à toi, ta personnalité, et surtout, je vois qu'on aborde le sujet de l'équilibre, je disais, tu fais plein de choses, t'as 2 enfants, on peut dire en bas âge. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à gérer? Dans quel état de stress tu es? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que finalement la fatalité d'un CEO, c'est de devoir tout combiner et finalement de ne jamais s'arrêter? Quelle est ta perception des choses? Alors sur le stress, je pense que j'ai été très stressée, plus jeune, et je me suis pas mal endurcie au fil des années. Et maintenant, je pense que j'ai une vraie bonne résistance au stress. Donc c'est plus tellement un sujet, voire c'est peut-être un sujet à l'opposé, en me disant mais attends, là je devrais être stressée. En fait, ça glisse quoi, je sens plus rien. Ou alors je vais être stressée en revanche pour des petites choses bêtes, tu vois. Genre je commence à être habituée à prendre la parole en public, mais alors ça toujours c'est l'enfer. Bon, c'est le trac quoi. Après vie perso ou vie privée comme tu dis, déjà c'est un peu compliqué parce que quand tu as une entreprise familiale finalement T'es toujours au boulot. c'est mouvant parfois, on va dire la frontière. Mais j'ai mes petits moments entre guillemets que je m'autorise. Par exemple, tous les matins, je dépose ma fille à l'école, et ça, je ne me l'enlèverai pas. J'ai des petits moments aussi où une fois par semaine, j'ai un prof de sport qui me retrouve, et là, de toute façon, j'ai pas le choix. Un quart d'heure avant, je peux pas me dire, non, j'ai pas le temps. Il m'attend, donc voilà. Et puis le week-end, on part souvent à la campagne où je ne capte pas. Et donc, je laisse mon téléphone de côté. Voilà, mais sinon, à part ça, voilà, là, en revanche, la semaine, je vais tous les jours au bureau. Je ne supporte pas travailler de chez moi. Puis de toute façon, quand tu as des enfants en bas âge, tu peux pas travailler de chez toi. Ou alors parfois, quand je rentre chez moi, j'essaie de me cacher pour pas que ma fille me voie, parce que sinon après, je peux plus travailler. Et puis, voilà. Un numéro d'équilibriste en permanence. Ouais. Est-ce que, je veux dire, dans toutes les décisions que tu prends, dans tout ce que tu as géré, t'es clair, t'es sûr de toi, ou au contraire, tu doutes, tu te remets en question? Souvent, quand on prend la parole, notamment, on donne toujours l'impression, et je pense que c'est le jeu, on fait tous pareil, mais je veux dire, d'être sûr de soi, la stratégie, elle est claire, tout ce qu'on fait est super. On fait tous de la croissance, bref. Bon, finalement, on sait très bien que derrière le rideau, ça se passe pas toujours comme ça, qu'il y a des erreurs. Comment tu gères ça? Ouais, non, je pense que je doute. Après, j'ai la chance, je dirais, d'avoir encore, d'être avec mon père et mon frère. Donc, quand un de nous doute sur une décision stratégique, finalement, on en parle. Et puis, on a des collaborateurs clés qui sont là depuis très longtemps, avec qui on échange aussi pas mal. Après, il y a certaines journées où tu prends tellement de décisions. Je sais pas, mais tu peux prendre parfois 50 décisions dans une journée. Là, clairement, t'as pas le temps au doute, quoi. Donc, parfois, tu dis ça, ok, ça, non, ça, peut-être. Ah bon. Je sais pas si t'as vu cette vidéo par rapport au nombre de décisions de Jeff Bezos. Non, j'ai pas vu. Qui parle du rôle de CEO et qui lui dit, en gros, si vous prenez plus de, je crois que c'est 3 ou 4 décisions par jour, c'est que vous avez un problème. Et effectivement, en disant, moi je considère que mon job, c'est de prendre très très peu de décisions, mais par contre des décisions de très grande qualité sur des sujets stratégiques. Et je t'avoue que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là, j'y suis pas du tout. Parce que effectivement, ça arrive de prendre, quand tu dis 50, ça doit être à peu près ça. Et donc effectivement, tu te dis, tu peux pas réfléchir
50 sujets, et peser le pour et le contre, et t'assurer que t'as pris la bonne décision, donc tu vas un peu vite sur certaines. Ouais. Donc de fait, voilà, comment est-ce que je m'arrange pour peut-être plus déléguer, pour focaliser sur les bons sujets. Enfin, tu vois, ça m'a vraiment fait réfléchir sur est-ce que finalement je suis pas un peu à des endroits où je devrais pas être. Ça, c'est des questions qu'on se pose tous les jours, effectivement. Après, dans une entreprise familiale, même si on laisse la décision à d'autres, finalement, ça nous remonte quand même à un moment ou à un autre. Ouais, je te vois réfléchir. Ouais. Bon, c'était le but de la... Je regarderai cette vidéo. Ouais, Ça non, m'intrigue. c'est assez intéressant. Je te la repartagerai. Après, tu vois, nous, on gère tellement de filiales aussi différentes. On sent quand même parfois ce besoin de soutien parfois sur certaines décisions. Donc, moi, je suis plutôt contente que ces patrons de filiales se sentent à l'aise avec nous pour pouvoir échanger aussi sur leurs doutes et se dire, bon, bah, en fait, là, pour le coup, j'ai besoin de toi. Toi, qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Et je veux surtout pas casser ça. Non, je pense que je resterai avec mes 50. Avec tes 50, c'est bien. Ouais. On parlait de deux grandes ruptures, on a parlé de la durabilité, on a parlé de l'IA. Toi, t'es utilisatrice. Ouais. Comment tu vois la chose dans toi, ta perception sur l'utilisation, le caractère de transformation, l'impact pour le groupe? Je trouve ça génial. On a tellement en plus de tâches répétitives, en tout cas chez nous, mais après, c'est partout pareil. Donc, si on peut utiliser l'IA pour maximiser, je dirais, la matière grise humaine et éviter à l'humain de faire trop de tâches répétitives, je trouve ça top. Faut pas voir l'IA comme quelque chose qui va prendre des décisions pour nous, pas du tout. Mais en revanche, c'est quelque chose qui nous mâche le travail, mais ça ne prend pas les décisions pour nous. C'est à nous après de justement gagner en temps et donc en productivité et utiliser un peu mieux notre matière grise. Tu penses que tous les CEO doivent s'y mettre? J'en parlais avec quelqu'un d'un assez grand groupe, hein, et c'était effectivement, ouais, j'ai un comité qui s'en occupe. Mais lui n'avait jamais touché à un outil d'IA. Mais moi, je pense que c'est totalement faisable. Qu'un patron ne touche pas du tout à l'IA. En revanche, il faut que l'organisation y touche. Ah bah ouais. Nous, ne serait-ce que, tu vois, on a pas loin de 1000 structures juridiques dans le groupe. Donc 1000 structures juridiques, ça veut dire sortir 1000 bilans et 1000 assemblées générales. En fait, tu peux avoir de l'IA qui déjà te sort de ton bilan tes résultats, et après, t'as juste à savoir si tu mets report à nouveau ou pas, quoi. En gros, je te la fais simple. Non, tu peux pas dire ça. Le commissaire aux comptes. Voilà. Non, mais après, quand c'est des SCI tout simple, Ouais. voilà. Donc, oui. Et franchement, le patron pourrait juste, on pourrait juste aller le voir en disant, bon, alors, on fait un report à nouveau ou pas sur cette boîte? Bah, là, il pourrait prendre 50 décisions sur 50 SCI différentes. Mais en revanche, après, c'est l'IA qui fait l'extract. Et aujourd'hui, tous tes collaborateurs sont sensibilisés? Non. Comment tu l'as... Non, pas tous. Non. Mais on va s'y mettre. On va s'y mettre, on doit. Nous, tu vois, on avait pris une position dans notre secteur. Il y a certains concurrents qui avaient pris des positions très restrictives en interdisant pour des sujets de sécurité. Nous, on s'est dit, de toute manière, la vague arrive et même, ça sert à rien d'essayer de le contrôler. Ils le feront sur leur laptop ou leur téléphone perso. En fait, on a ouvert, on a formé, on a sensibilisé. Et puis aujourd'hui, voilà, tout le monde y a accès. Moi, je suis quand même assez convaincu que c'est presque la responsabilité des dirigeants d'aider nos collaborateurs à s'habituer à ça, parce que ça va devenir tellement transformant qu'en fait, ceux qui prennent pas la vague vont se retrouver quand même un peu à l'écart assez rapidement. Ouais. Après, le gros boulot, c'est finalement la data, quoi. Donc, il y a quand même, avant d'arriver à de beaux outils dans le groupe ou dans les organisations, quand même gérer. Et donc, c'est là, on a besoin de l'humain aussi, aller mettre toute la data... la structurer, la mettre au bon endroit. Ouais. Et ça, c'est vraiment pas rigolo comme boulot. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Comment tu continues de te former? Eh ben, écoute, YPO est un bel exemple, tu vois. J'ai fait une formation... J'ai vu la Harvard, c'est ça? Ouais, alors il y avait des profs d'Harvard, mais j'ai fait une formation de profs qui venaient un peu de partout, de Harvard effectivement, d'Ardennes, de LBS, donc London Business School, de INSEAD. Et donc on était 70 patrons membres de YPO, on s'est retrouvés, donc on était des membres venant du monde entier. Et on a suivi cette formation de 5 jours, assez intense, sur justement comment accepter le changement. Et donc effectivement, tu avais des sujets sur l'IA,
Mais tu avais aussi des sujets sur comment faire accepter le changement au sein de ton organisation, des cours même jusqu'à la psychologie, le leadership. C'était hyper intéressant. Donc voilà, je continue ce genre de temps pour moi. Et puis au-delà des profs qui étaient extraordinaires et où on a beaucoup appris, tu rencontres des patrons de pays différents. Et franchement, je me suis dit, waouh, en fait, on a quand même la chance d'être en France. Parce que quand tu vois la Lituanie, qui est quand même assez proche du conflit entre la Russie et l'Ukraine, quand tu vois un patron de la Bolivie, où tu te dis, putain, avec l'inflation et tout, waouh, pas simple. Quand tu vois un Syrien qui vit du coup en Arabie Saoudite, ouais, tu relativises. Tu te dis, bon, ok. Donc, tu vois, j'ai beaucoup appris dans cette formation, mais aussi beaucoup appris humainement. Et ça, c'est top. Ouais, j'avais fait un exec MBA à HEC il y a 4 ans maintenant. Et c'est presque plus les échanges avec la promo qui apportaient, même si les profs étaient excellents et ça apportait des choses, mais c'est vrai que finalement, 4 ans après, ce que j'en retiens, c'est plus les interactions avec la promo. Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent? Comment tu cherches l'inspiration? Est-ce qu'il y a les entrepreneurs. Les entrepreneurs? Ouais. Tu vois, je milite beaucoup sur l'intrapreneuriat. Ouais. Partant du principe que le métier d'entrepreneur est pas forcément donné à tout le monde, que c'est compliqué, que c'est risqué, que c'est une vie difficile et qu'il y a finalement assez peu d'élus. Et donc, dire aux jeunes, revenez dans les entreprises, et puis à nous, dirigeants d'entreprise, de faire en sorte qu'il y ait le cadre pour pouvoir entreprendre dans nos entreprises. Mais néanmoins, on voit qu'il y a encore des difficultés. Donc, comment est-ce que tes collaborateurs aujourd'hui, t'as réussi à mettre en place une culture de l'entrepreneuriat dans les équipes? Ouais, en plus, chacun de nos patrons sont actionnaires de leur filiale. Ça, c'est très important pour nous. Et puis, même si certains collaborateurs n'avaient pas forcément cette culture entrepreneuriale, souvent on essaye de frotter nos collaborateurs à ces jeunes entrepreneurs qu'on peut accompagner, ou pas d'ailleurs, pour les aider. Et ça leur permet un peu de sortir de leur tunnel opérationnel et de rencontrer ces entrepreneurs et de se frotter à cette culture entrepreneuriale. Donc ouais, on essaye de faire ça. Merci beaucoup Pauline d'avoir passé ce moment avec moi, c'était très inspirant. Je te souhaite le meilleur, pas que pour le groupe Duval, beaucoup pour le groupe Duval, mais pour tout ce que tu fais. Et à ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci Pauline. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.